Nous allons parler de l'attaque de Team PCP. Et tout démarre avec Trivy. Avant de commencer, on va aller voir d'abord qu'est-ce que c'est Trivy. C'est un outil qui va aider à trouver des vulnérabilités, donc des CVE, et des misconfigurations, des mauvaises configurations, donc IAC, à travers des repositories de code, des artefacts binaires, des containers et des clusters Kubernetes. Donc c'est quelque chose qui est open source, qui est disponible sur GitHub. Faut savoir que le repo GitHub a 34 000 étoiles. Nous sommes à 300 millions de téléchargements par mois. Comme ça, vous avez le cadre de la grosse bête. Je vais vous faire un petit résumé. Tout commence fin février 2026 par le vol discret d'un token d'accès GitHub dans Trivy. Donc un scanner de vulnérabilité open source très populaire. 300 millions de downloads par mois. Malgré une tentative de remédiation début mars, la rotation des credentials est incomplète. Il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Le 19 mars, les attaquants frappent massivement. Ils empoisonnent 75 tags GitHub et publient une version malveillante de Trivy qui vole silencieusement tous les secrets CICD des devs qui l'utilisent. On parle de 75 tags sur 76 empoisonnés. Ces secrets volés servent ensuite de tremplin pour compromettre Checkmarx. Checkmarx, qu'est-ce que c'est? C'est également une application de sécurité. Sauf qu'ici, j'utilise l'IA. Donc c'est caca. Allez, ça rime. Hein. IA, caca, ça rime. Ouais, Laura aussi, ça rime avec caca. Putain, fait chier. Les personnes qui n'ont pas la ref, mon prénom, c'est Laura. Voilà. Donc compromettre Checkmarx, infecter plus de 47 packages NPM avec un verre autopropageant, en anglais, appelé un canister worm. D'effacer 44 dépôts internes d'Aqua Security. Donc il faut savoir que Trivy est développé par Aqua Security et même déployer un wiper ciblant des clusters Kubernetes iraniens. Alors quand on parle de d'effacer 44 dépôts, alors le défacement informatique est une cyberattaque consistant à modifier de manière frauduleuse et non sollicitée l'apparence. Ah, alors non, j'avais totalement faux. J'ai bien fait d'aller regarder. Ça sert à modifier de manière frauduleuse et non sollicitée l'apparence ou le contenu d'un site web, généralement la page d'accueil. En fait, moi, ce qui me tue de rire, c'est que là, vous voyez, on vient de passer sur 3 sites différents. Trivy, Checkmarx, Aqua. On ne voit nulle part une banderole d'alerte par rapport à la cyberattaque qui a lieu actuellement. Et ça, je trouve ça affolant. Qu'il n'y ait pas un seul message sur ces 3 sites. Je trouve ça hyper malhonnête pour des applications qui se disent exceptionnelles dans la cybersécurité. Déjà, premier point à noter, qui moi me débecte profondément, cette malhonnêteté. Si vraiment t'es honnête par rapport à la cybersécurité, la protection, etc., tiens au courant, même tes futurs clients. Moi, je préfère aller clairement chez quelqu'un qui est transparent et qui assume quand il y a des problèmes comme ça et justement montre comment les gère parce que c'est ça qui va m'intéresser le plus. Parce que je vais dans une boîte qui gère la cybersécurité, je sais qu'elle sera jamais 100% protégée elle-même. C'est normal, rien n'est protégé à 100%. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'ils gèrent ces crises. Moi, je veux savoir comment ces personnes gèrent cette crise. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que ça veut dire que les technologies que Yale vont utiliser pour leur propre plateforme va démontrer leur expertise, surtout. Le 24 mars, Light LLM est hijacké via PyPy. Des versions malveillantes du package Python sont publiées avec les credentials volés, contenant un stealer qui exfiltre les clés API Cloud, les secrets CICD et les tokens d'authentification. C'est très probablement depuis cet environnement que Team PCP récupère le token PyPy de Telnix, car le 27 mars, 2 nouvelles versions malveillantes du package Telnix sont publiées sur PyPy, dissimulant un credential stealer à l'intérieur du fichier .wav via stéganographie audio, une technique déjà utilisée dans le wiper Kamikaze plus tôt dans la campagne. Et je ne sais pas combien de techniques cybercriminelles ils ont utilisées dans cette attaque, mais c'est impressionnant. Ce qui rend cette attaque remarquable, la victime initiale était elle-même un outil de sécurité. Les techniques utilisées, donc redirection de tag Git, stéganographie audio, C2 sur blockchain ICP décentralisé, et on va en parler, domaine typo-squatté, sont difficiles à détecter et l'attaque s'est propagée de façon exponentielle et automatisée à travers tout l'écosystème DevOps. Team PCP a par ailleurs annoncé des collaborations avec Lapsus Dollar et un groupe ransomware émergent appelé Vect, signalant une évolution vers des opérations d'extorsion à plus grande échelle. C'est une dinguerie. Telnix, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est encore? J'avais été voir, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, un truc d'IA. Un truc pour faire des appels avec des IA. Voilà. Alors, chronologie complète des événements, parce que c'est un gros bordel. Le 27 février 2026, première intrusion dans Trivy via un bot autonome, HackerBot Claw, exploitant une mauvaise configuration, pull request target dans GitHub Actions. Vol d'un Personal Access Token PAT qui a une portée repo sur l'ensemble de l'organisation Aqua Security. Donc un
un access token, c'est un token qui permet de se connecter à un repository sur GitHub. Vous voulez créer une pull request, vous voulez push quelque chose, une modification ou quoi. Vous avez besoin en général, hein, ça va dépendre de la configuration du repository, d'un access token pour pouvoir vérifier votre identité, pour pouvoir ajouter des modifications. Il faut savoir que les personal access tokens ont une portée. Ils ont un scope, comme on dit. Avec un access token, vous ne pouvez pas forcément tout faire. Il va y avoir plusieurs settings que vous pourrez cocher ou non. Donc par exemple, un access token pourrait vous permettre de créer des pull requests, mais vous empêcher de commit, par exemple. Donc ici, le truc, c'est que le vol du PAT ici, ce PAT-là, avait une portée, un scope repo. Donc ça veut dire qu'avec ce PAT, ils avaient tous les droits sur le repo Trivy. Le 1er mars 2026, Aqua Security divulgue l'incident et effectue une rotation des credentials, mais de façon incomplète. Et l'attaquant a une chatte, mais de malade, car l'attaquant conserve un accès résiduel valide pendant 20 jours. On est le 1er mars. Le mouvement suivant, c'est le 19 mars. Donc 19 jours après. Vers 17h UTC, Team PCP fait un force push de 76 tags de Trivy Action et de 7 tags de Setup Trivy. Donc je sais pas si vous connaissez, mais dans Git, il y a un système de tags. Un tag, dans Git, c'est une étiquette pointant vers un commit spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez donner des sortes de versions à un logiciel, à un repo, pour dire par exemple, nous sommes à la 3e version du logiciel qui est hébergé sur ce repo. Et on va dire que la version, par exemple la version 3, va prendre effet à partir de ce commit. C'est censé être immuable. Une fois créé, le tag 1.2.3 pointera toujours vers le même commit pour toujours. C'est sur cette immutabilité que repose toute la chaîne de confiance de l'écosystème open source. Quand ton CICD dit utilise Trivy Action at version 0.29.0, il fait confiance au fait que la version 0.29.0 pointe aujourd'hui vers le même code qu'hier. Du coup, qu'est-ce qu'un force push de tag? Je pense que vous sachez que qu'il y a moyen de forcer un push, de pousser du code vers GitHub. Eh ben, il y a moyen de faire la même chose avec les tags. Git permet techniquement de déplacer un tag existant vers un autre commit. C'est le force push de tag. Tu prends un tag qui pointait vers le commit A et tu le fais pointer vers le commit B à la place. Le tag a le même nom, mais il pointe vers un code complètement différent. Et ça, je trouve ça hyper discret. Parce que toi, tu vas pas le voir. Tu vois, tu vas toujours voir version 0.29.0. Pourquoi c'est particulièrement dévastateur? Donc, les GitHub Actions comme Trivy Action s'exécutent directement dans le pipeline CI/CD, avec accès à tous les secrets de l'environnement. Token d'API, clé AWS, credential de registre Docker, tout ce que le pipeline utilise. À partir du moment où vous avez du code malveillant dans une action GitHub, eh ben ils peuvent aller tout pomper. Et ça, c'est beau. C'est un accès privilégié par conception. Donc ce n'est pas un bug, c'est une feature. Quand le code malveillant tourne dans ce contexte, il peut aspirer tous ses secrets et les exfiltrer vers un serveur externe. Alors la parade recommandée pour éviter ce genre de problème, c'est de ne jamais référencer une action par son tag, mais par le HSHA du commit. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, comme vous voyez, on a des branches sur GitHub. On a également des tags. Donc, ici, on peut voir toutes les différentes versions du repository Trivy. On va sur le tag 0.56. Et donc là, on voit le commit sur lequel le tag pointe directement, qui a été push il y a 2 ans. Si je clique dessus, donc du coup, ici, on a une partie du HSHA qui est finalement l'ID unique du commit dans le repo. Si je le copie et que je décide de le coller, si je vous le colle ici, vous voyez que c'est beaucoup plus long. Et donc, en fait, au lieu de faire Aqua Security Action, etc. at la version, il faudrait plutôt pointer la version en faisant ceci. Je dis quel package je veux. Le at va dire à partir de quelle version ou quel commit je veux le code de ce repo en dépendance de mon projet. Et après, vous mettez le SHA. H de commit ne peut pas être force pushé vers un autre contenu. C'est cryptographiquement lié au contenu exact du commit. C'est l'équivalent d'une empreinte digitale du code. Nous étions au 19 mars où la personne qui avait volé l'access token n'avait que 20 jours avec le scope repo à Trivy et 19 jours plus tard, donc vraiment à la limite de la deadline, va y avoir un force push sur 76 tags de Trivy Action et 7 tags de Setup Trivy vers des commits malveillants usurpant l'identité des mainteneurs légitimes au redatage falsifié en 2021-2022, commit non signé. Donc ça n'a pas été fait n'importe comment non plus. Le stealer commence à aspirer les secrets CICD de toutes les pipelines utilisant ces actions. Je trouve qu'il y a énormément de détails qui ont été pensés dans cette attaque. C'est impressionnant.
Nous sommes toujours le 19 mars, mais maintenant, on est une demi-heure plus tard, entre 18h22 et 21h36. Publication de la version malveillante Trivy 0.69.4 sur Docker Hub, GitHub Release, GHCR, AWS ECR, Deb RPM et Get Trivy Dev. Les tags GitHub Actions compromis restent actifs environ 12 heures. Le payload vole SSH, AWS, GCP, Azure, Kubernetes, Docker, .env, Historic Shell et portefeuille crypto. Et ça exfiltre tout ça en tpcp.tar.gz, donc compressé, vers scan.aquasecurity.org en utilisant du typo-squatting. Regardez ce beau typo-squatting. Regardez ça. Vous l'aviez vu directement quand vous avez lu. Moi, quand je lisais le texte, je l'ai pas vu directement, le typo-squatting. C'est beau, hein? J'adore. Un dyslexique le voit pas. Mais c'est même pas une question d'être dyslexique. Si tu lis rapidement, ton cerveau va interpréter cet échangeage. Il va vouloir simplifier le mot pour que tu le lises. C'est notamment sur ça que les gens qui créent des typographies bossent beaucoup dessus. Je sais plus si c'est le haut ou le bas des lettres, mais en voyant le haut ou le bas des lettres, ton cerveau va savoir interpréter directement la lettre et savoir lire. Parce que ton cerveau va faire un travail pas de compréhension, mais je sais plus, bref. Et donc c'est pour ça que souvent les typographies bien travaillées, etc., vont faire plus attention au haut ou au bas des lettres, mais du coup je ne sais plus quel truc. C'est très intéressant comme truc. Là c'est juste une perception de ton cerveau qui va essayer de comprendre, du coup en interprétant, voilà, les données que tu vois. C'est le bas des lettres du coup, Caius, merci. Comme quoi, le cerveau, il est ouf, hein. Nous sommes toujours le 19 mars. Il est plus ou moins 20h38. L'équipe Trivy détecte et commence à contenir l'attaque. Je rappelle, le force push des tags a eu lieu à 17h43. La publication des versions malveillantes de Trivy à partir de 18h22. Et c'est à partir de 20h30 que l'équipe Trivy détecte. Tout ça le 19 mars. Le 20 mars, publication des versions saines et des IOC de Hacker News couvre le détournement des 75 tags. Alors par contre, il parle d'IOC, donc, et ici je n'explique plus ce que c'est, et j'ai oublié X. Un IOC, indicateur de compromission en sécurité informatique, est une donnée technique qualifiée qui permet de détecter des activités malveillantes sur un système d'information. Ces indicateurs peuvent s'appuyer sur des données de type variés, par exemple un hash de fichier, signature, adresse IP, URL, un nom de domaine, etc. Mais dans tous les cas, la donnée technique seule, observable, ne suffit pas pour parler d'IOC. Intéressant. Vous imaginez l'état de crise? Il y a des gens, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils ont bossé à supprimer tout le truc malveillant et tout. Oh, putain, la galère, quoi. Il y a des gens qui ont bu beaucoup de café cette nuit-là, ouais. C'est même plus du café à ce niveau-là. Ça fait une belle ligne sur le CV. A réagi très vite sur cette attaque. Entre le 20 et le 22 mars, il y a un déploiement de Canister Worm dans l'écosystème NPM via des tokens NPM volés au runner Trivy. Le ver se propage en 3 étapes, avec un loader Node.js, un script Python et puis un service systemd pgmon.service. Je ne sais pas ce que c'est pgmon.service. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça énumère et republie automatiquement tous les packages accessibles via les tokens compromis. On est à 141 artefacts malveillant, publié sur plus de 66 packages. Et là, c'est le plus impressionnant, c'est un C2 via un canister ICP décentralisé. Première utilisation documentée de cette technique, les codepods. Comment ça se fait que du 20 au 22, cette attaque arrive à survivre? Et c'est là que c'est ultra impressionnant. En fait, un worm, un ver trojan, c'est classique. Ici, ça va être les technologies utilisées derrière qui sont ultra impressionnantes. Donc je rappelle, on est en gros sur un C2 via un canister ICP décentralisé. On va essayer d'un peu regarder qui est quoi ou quand. Je vous propose de d'abord voir c'est quoi un C2. On a déjà vu ça en stream récemment. Un C2, c'est pour Command and Control. Dans le vocabulaire de la cybersécurité, le C2 est l'infrastructure de communication entre un attaquant et ses malwares déployés sur des machines compromises. Le malware installé sur une victime contacte régulièrement le serveur C2 pour recevoir des instructions. Exfiltre ses fichiers, télécharge ce module, attaque cette cible, reste dormant. C'est le centre nerveux d'une attaque. Le C2 est historiquement le talon d'Achille des attaquants. Si les défenseurs identifient et bloquent le serveur C2, le malware devient aveugle et sourd. Les équipes de sécurité et les registrars de domaines peuvent saisir les domaines C2, les hébergeurs peuvent couper les serveurs, les pare-feux et peuvent bloquer des IP. Le problème, le gros truc, c'est qu'avant ça, on va parler de ce que c'est ICP et un canister. Déjà, ICP, c'est quoi ICP? ICP, c'est Internet Computer Protocol. C'est quoi? C'est une blockchain développée par la fondation Dfinity, lancée en 2021. L'idée centrale, c'est d'être un ordinateur
ordinateur décentralisé mondialement. Pas juste stocker des transactions comme le Bitcoin, mais d'exécuter du vrai code applicatif directement sur la blockchain. L'ambition est de pouvoir héberger des applications web entières de manière décentralisée, sans serveur traditionnel. Donc déjà ça, c'est une folie. Ensuite, un canister. C'est quoi un canister? C'est l'unité d'exécution sur ICP. Donc c'est l'équivalent d'un smart contract sur Ethereum par exemple, mais plus puissant. Un canister, c'est un programme compilé en WebAssembly qui tourne sur la blockchain ICP. Il a une adresse unique, répond à des appels, peut stocker des données et surtout, c'est crucial ici, il est accessible via une URL publique sur le web classique sans passer par un nœud blockchain spécial. N'importe quel navigateur ou programme peut l'appeler via HTTPS. Je sais pas si vous voyez l'ampleur du truc. C'est une dinguerie, quoi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas identifier que c'est un truc qui tourne sur de la blockchain. Ensuite, résolveur C2. Donc on se souvient de ce que c'était C2. Il y a une subtilité importante, en fait. C'est qu'un résolveur C2 n'est pas forcément le serveur C2 lui-même. Parce qu'en fait, ici, dans notre attaque, dans notre super attaque, ils vont utiliser en fait un résolveur C2. Et en fait, l'astuce, c'est que le canister ICP décentralisé, c'est le résolveur C2. Et un résolveur C2, c'est l'intermédiaire de découverte. Le malware le contacte pour trouver où est le vrai C2. C'est une couche d'indirection supplémentaire. L'analogie. Donc plutôt que d'avoir l'adresse du QG gravée dans le code du malware, facile à bloquer, le malware appelle un service tiers pour demander « Oh tiens, où est le QG aujourd'hui ?» Et ce service intermédiaire, c'est le résolveur. Donc qu'est-ce que ça signifie dans son ensemble, ce C2 via un canister ICP décentralisé? Ça signifie que c'est la première fois qu'on documente un malware utilisant un canister ICP comme résolveur C2. Concrètement, le malware, une fois sur la machine victime, contacte un canister déployé sur la blockchain ICP pour récupérer l'adresse du vrai serveur C2. Il demande au canister « dis-moi où envoyer mes données, où récupérer mes instructions, etc. » Vraiment, quand j'ai lu ça, j'étais là, mais... what the fuck? En tout cas, ça a été extrêmement bien ficelé. Alors pourquoi c'est une innovation inquiétante? C'est particulièrement difficile à contrer pour plusieurs raisons structurelles. C'est impossible à saisir. Et c'est pour ça que c'était important de définir avant c'était quoi ICP et un canister. Un domaine malveillant classique peut être saisi par un registrar. Un serveur peut être coupé par un hébergeur. Un canister sur ICP est décentralisé. Il tourne sur des milliers de nœuds répartis mondialement. Il n'y a pas de registrar à appeler, pas d'hébergeur à contacter, pas d'IP unique à bloquer. Ça utilise également un HTTPS légitime. Le canister est accessible via des URL contenant un HTTPS parfaitement valide, avec un certificat SSL correct. Les outils de sécurité qui font confiance au HTTPS passent à côté du programme malveillant. Le trafic ressemble à n'importe quelle requête web normale. Ensuite, et ça me fait peur. Ça me fait peur de ouf. Immuabilité optionnelle. Un canister peut être déployé en mode immuable. Même son créateur ne peut plus le modifier ni le supprimer. Le résolveur C2 devient permanent et indestructible. Et pour finir, coût quasi nul. Déployer un canister coûte une fraction de centime. Même si la communauté ICP décide de geler un canister malveillant, l'attaque en déploie un autre en quelques secondes. C'est ce que l'on appelle dans le milieu du bulletproof hosting. Une infrastructure C2 résistance aux tentatives de démantèlement. Mais atteint ici via la décentralisation blockchain plutôt que via des hébergeurs complaisants dans des juridictions permissives. On est le 22 mars, entre 20h31 et 20h32, en une fucking minute, il y a un défacement de 44 dépôts internes de l'organisation GitHub aquasec-com, donc Aqua Security, via le compte de service Argonne DevOps MGT. C'est pas trop à quoi ça correspond, ça, je suis désolée. Toutes les descriptions sont remplacées par Team PCP ONS Aqua Security. Le compte avait été validé 7 heures plus tôt via un test discret. Création-suppression immédiate d'une branche fantôme. Je sais pas si vous vous rendez compte, 44 dépôts ont été défacés en 2 minutes. Toutes les descriptions ont été remplacées par ce texte. Mais ce n'est pas fini. Et le pire arrive. Nous arrivons au moment du kamikaze, les codes-potes. Nous sommes toujours le 22 mars. Évolution du payload kamikaze via le canister ICP. 6 versions itérées. Les versions tardives ajoutent de la propagation SSH, l'exploitation de l'API Docker, port 2375, et des payloads Python cachés dans des fichiers WAV via stéganographie. La stéganographie est la technique consistant à dissimuler une information sensible dans un média
cas de couverture d'apparence anodine. Donc typiquement un signal de type texte, son, image, vidéo, etc. qui n'éveillera pas les soupçons même s'il est à la vue de tous. Un seul destinataire légitime saura qu'il y a une information pour lui. C'est un mot issu du grec ancien stéganos, étanche, hermétique, et graphé, écriture. Relève par exemple de la stéganographie, la lettre volée, le micro-point, l'encre invisible, le tatouage numérique. Ou, de façon plus anodine, les échanges codés de phrases banales par des couples d'artistes comme Mir et Miroska. Elle se distingue de la cryptographie qui cherche à rendre un contenu inintelligible à autre que qui de droit. Les deux techniques étant souvent combinées pour éliminer l'inconvénient de la cryptographie. Un texte codé est visiblement louche et le destinateur comme l'émetteur sont suspects. Pour prendre une métaphore, la stéganographie consistera à cacher son argent dans une statue de son jardin, là où la cryptographie consisterait à l'enfermer dans un coffre-fort. Et la combinaison des deux, la dissimulation du coffre-fort dans une statue. Dans le sens où la statue est visible de tous. Tandis que le coffre-fort, même s'il est caché, une fois que vous trouvez un coffre-fort, vous savez qu'il y a quelque chose dedans. Les clusters Kubernetes en Iran, détectés par Time Zone Asia Tehran ou local FAIR, reçoivent un daemon set privilégié nommé Host Provisioner Iran qui efface de force les systèmes de fichiers. Les nœuds hors Iran reçoivent Canister Worm. Donc en fait en même temps là le 22 mars, on va découvrir du coup des wipers kamikazes. Qu'est-ce qu'un wiper kamikaze? Qu'est-ce qu'un wiper? Un wiper est une catégorie de malware dont l'objectif est la destruction pure et irréversible de données. Contrairement à un ransomware qui chiffre les données pour demander une rançon, un wiper n'a aucune finalité financière. Il détruit et c'est tout. Mais techniquement, un wiper ne se contente pas de supprimer des fichiers au sens genre la commande RM. Il écrase les données directement sur le disque avec des zéros ou des valeurs aléatoires, rendant toute récupération forensique impossible. Les wipers sophistiqués ciblent aussi les secteurs de boot, les tables de partition, les journaux système, tout ce qui pourrait permettre une reconstruction. C'est typiquement une arme de sabotage utilisée dans des contextes géopolitiques. NotPetya, en 2017, attribué à la Russie ciblant l'Ukraine, est l'exemple le plus connu. Il a causé plus de 10 milliards de dollars de dégâts en se faisant passer pour un ransomware, mais sans aucune clé de chiffrement réelle. Ensuite, le fait que ce soit kamikaze, c'est un qualificatif qui décrit le comportement du wiper lui-même. Il se détruit après avoir accompli sa mission, ou s'exécute de manière à ne laisser aucune trace analysable. Comme le pilote kamikaze, l'outil n'est pas conçu pour survivre à son opération. Vous avez vu le nombre de techniques qui sont utilisées ici? Toujours le 22 mars, publication d'images Docker Trivy malveillantes supplémentaires sur Docker Hub, confirmant que les credentials Docker Hub avaient été compromis indépendamment. Comment Trivy n'a pas fait de rotation de ces Docker Hub credentials? C'est une dinguerie. Je pense qu'on a fait assez de dégâts pour le 22 mars. On passe au 23 mars. Aqua Security fait appel à Signia pour l'investigation forensique. Première mise à jour publique officielle. Quand un outil de sécurité fait appel à un autre outil de sécurité. En vrai, vu comme ça, c'est vrai que c'est marrant. Et d'un autre côté, je trouve ça intelligent. Je trouve ça beaucoup mieux. Entre le 23 et 24 mars, compromission des GitHub Actions de Checkmarks. PCP Team a complètement vidé Trivy. Hop là, on passe au suivant. Et cette fois, il cible Checkmarks avec le même stealer. Exfiltration vers checkmarks.zone. Donc encore une fois, typo squatting. Publication d'extension VS Code malveillante sur OpenVSX. Le marché officiel de VS Code Marketplace n'est pas affecté. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les éditeurs de code qui utilisent VS Codium n'ont pas forcément accès au marketplace officiel des plugins. Les autres éditeurs de code vont utiliser un marketplace qui s'appelle OpenVSX et récemment il y a eu pas mal de news comme quoi il y a énormément de plugins malveillants sur OpenVSX, donc faites très attention à vous si vous l'utilisez. Le 24 mars, le fameux hijack de Light LLM Berry AI sur PyPy. Les versions malveillantes, à une demi-heure d'écart d'ailleurs, sont publiées avec token PyPy volé au runner CI de Berry AI. Lui-même compromis car il utilisait Trivy sans version épinglée. Ah bah dis donc. Le stealer est injecté dans proxyserver.py. La version 1.82.8 ajoute un fichier light llm init.pth exécuté automatiquement à chaque démarrage de l'interpréteur Python sans import requis. Sur Kubernetes, le payload tente une prise de contrôle totale du cluster via des pods privilégiés.
PewDiePie met le projet en quarantaine à plus ou moins 13h38, c'est-à-dire 3 heures après l'attaque. Berry AI engage Mendiant pour la réponse à cet incident. On passe au 25 mars. Aqua Security publie sa mise à jour finale. Investigation en phase de remédiation. Aucun impact confirmé sur les produits commerciaux. Nous sommes le 27 mars. Entre 3h du matin et 10h, publication des versions malveillantes de Telnix, version 4.87.1 et 4.87.2 sur PewDiePie. Le code malveillant injecté dans Telnix déclenché à chaque import du package. Sur Windows, le package télécharge hangup.wav, en extrait un exécutable par stéganographie et le dépose dans le dossier démarrage sous le nom de msbuild.exe pour persister au redémarrage. Sur Linux macOS, le package télécharge ringtone.wav pour en extraire un script collecteur. Il effectue une collecte rapide en mémoire, chiffre sous la même clé RSA utilisée dans la phase Light LLM, exfiltre en fichier compressé, puis s'autodétruit sans laisser de persistance. PewDiePie met le projet en quarantaine. Telnix recommande de revenir à la version 4.87.0. Et vous savez pourquoi ça passe nickel chrome les fichiers son? Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, on a été voir très vite ce que c'était Telnix. C'est un service IA qui vous permet d'avoir des appels conversationnels avec des IA. Donc c'est logique d'avoir des sons, genre pour quand ça raccroche, la ringtone, quand ça appelle. C'est fucking intelligent. Et le fait que ça s'autodétruit. Fin mars 2026, Team PCP annonce des collaborations avec Lapsus, Dollar et un groupe ransomware émergent appelé Vect, signalant une évolution. Les credentials massivement récoltés vont alimenter des opérations de ransomware et d'extorsion à plus grande échelle, avant que les victimes aient pu compléter leur remédiation. Voilà, on est arrivé à la fin. Là, c'est le gros résumé avec... c'est gros résumé plus timeline complète de tout ce qui s'est passé. Cette attaque est folle. J'ai craché. Je me demande c'est quoi la vie de ces mecs-là. Ils font leurs attaques et vont tranquilles à la supérette du coin et ils sont planqués dans un bunker. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans ce métier, je trouve, c'est comment t'arrives à garder ton identité secrète. Je trouve que c'est vraiment le truc que je trouve le plus impressionnant, c'est de savoir effacer ses traces, de savoir penser à tout et de vraiment déjà réussir à faire des connexions de manière cachée, mais en plus quand tu pars d'effacer tes traces. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus impressionnant dans tous ces trucs. Tant qu'il n'y a pas de confirmation, qu'il y a une preuve concrète, je ne veux pas rentrer dans ces trucs d'accusation d'État et tout. Ça va? Parce que je trouve qu'il y a pas mal d'accusations sur des bases racistes, notamment, qui se font. Et c'est trop rentré dans des propagandes géopolitiques, etc. Donc moi, à partir du moment où il n'y a pas de preuve tangible que c'est par un État, je ne dis rien, personnellement. Donc voilà! J'espère que le sujet vous aura plu, OMG. Ça a été un plaisir de lire tout ça, de comprendre tout ça. Et OMG, c'est une dinguerie, quoi.